Promotion, justement, dans la rubrique économie, nous parlons de la géolocalisation sur 1200 km pour assurer un transit transfrontalier sur le corridor Dakar-Bamako. La douane sénégalaise et le port ont mis un dispositif sécuritaire high-tech pour lutter contre la fraude et autres actes illicites. Plus de 70% des marchandises en partance du Mali transitent par Dakar. Et puis, promotion du lait local, créer l'engouement autour de la consommation du lait pur. Le plaidoyer prend des allures pédagogiques. Les élèves de l'école Berthe Maubert ont reçu la visite du ministre de l'Élevage pour un exercice didactique sur les vertus du lait. La journée mondiale du lait a été célébrée aujourd'hui. Et puis, quoi servir à l'heure du Nogou? La question taraude bien des esprits chez les femmes. C'est l'équation à résoudre en ce mois de Ramadan. Varier son menu, répondre aux exigences d'un époux gagné par la faim et la fatigue, satisfaire les caprices des enfants qui jeûnent ou pas, autant de paramètres à intégrer quand arrive l'heure fatidique de la rupture du jeûne. Bienvenue à tous. Nous démarrons ce journal par le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier au Palais de la République. Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 31 mai 2017 à 11h au Palais de la République. Le chef de l'État entame sa communication en présentant ses meilleurs vœux à la Oumma islamique, à la communauté musulmane du Sénégal en ce mois béni de Ramadan, période de pénitence, de pardon, de communion, de solidarité et de ferveur religieuse. Il saisit également l'occasion pour féliciter nos jeunes compatriotes Mohamedou Moujitaba Diallo qui vient de remporter avec brio le premier prix du concours international de mémorisation et de récitation du Coran organisé en Malaisie et Mamdiara Ngom, classé 3e dans la catégorie filles. Ainsi, après avoir magnifié la qualité des enseignements dans les écoles coraniques, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif d'intensifier le déploiement national du programme de modernisation des Dara en impliquant toutes les parties prenantes, appréciant le lancement et la mise en œuvre du programme de modernisation des axes et territoires frontaliers. Puma, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller à la finalisation de l'évaluation technique et financière des besoins recensés et des besoins sectoriels proposés à la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires en vue de l'engagement sans délai des actions sectorielles prioritaires retenues. Ce programme emblématique de sa volonté de bâtir le Sénégal durable dans l'équité et l'inclusion doit garantir la continuité du territoire ainsi que la présence effective de l'État aux côtés des populations en assurant connectivité numérique. L'amélioration significative de la couverture téléphonique et audiovisuelle des territoires frontaliers à travers l'implication de l'administration territoriale et des élus locaux et la mise à contribution du génie militaire. Ainsi, après avoir félicité le ministre de l'Éducation nationale pour ses tournées régulières dans les zones frontalières du pays, le président de la République invite le Premier ministre à tenir dans les meilleurs délais un conseil interministériel de coordination et de suivi et évaluation des programmes de développement territorial en vue d'une harmonisation et d'une mutualisation des interventions. Rappelant par ailleurs au gouvernement la nécessité de poursuivre et d'intensifier à Dakar, dans les villes du Sénégal, l'exécution du plan national de rénovation urbaine, PNRU, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour l'exécution correcte du projet Baraka dans les délais fixés avec les partenaires de l'État et de veiller au relogement effectif des occupants actuels du site, officiellement recensés dans les nouveaux logements à l'heure affectée. En outre, le président de la République demande au gouvernement de procéder à l'audit foncier de la zone des Niayes dans la perspective de préserver les périmètres horticoles et invite le Premier ministre à préparer la tenue avant fin juin 2017 du premier Conseil national de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie. Magnifiant le succès de l'organisation de la 21e édition de la Semaine nationale de l'école de base, consacrée à l'examen des voies et moyens de renforcer durablement la place essentielle de nos langues nationales dans le développement du système éducatif et le dynamisme de la vie économique, le chef de l'État rappelle que le suivi des performances du secteur de l'éducation et de la formation reste une activité majeure du gouvernement. Dans ce cadre, il convient de poursuivre les efforts de consolidation du dialogue social en milieu scolaire et universitaire en veillant à la prise en charge effective et rigoureuse des engagements académiques et sociaux et à l'application des modalités consensuelles pratiques de paiement des bourses mensuelles nationales et étrangères.
Ainsi, le chef de l'État invite le gouvernement à veiller à la préparation, dans les meilleures conditions, des examens et concours de fin d'année qui doivent se dérouler aux dates officiellement fixées dans les calendriers scolaires et universitaires. Enfin, le président de la République adresse ses félicitations au gouvernement, au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan qui a été distingué du prix African Banker de meilleur ministre africain des Finances de l'année, ainsi qu'au ministre en charge des infrastructures et à l'ensemble des services de l'État concernés pour le super prix des African Road Builders ou grand bâtisseur doté du trophée Babacar Ndiaye, ancien président de la BAD qui a reçu à l'occasion de la 52e session des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, tenue le 23 mai 2017 à Ahmedabad en Inde. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats en informant le Conseil qu'il prendra part au sommet de la CEDEAO le 4 juin à Monrovia, aux Journées européennes du développement les 7 et 8 juin à Bruxelles et à la conférence sur le partenariat G20 Afrique les 12 et 13 juin à Berlin. Le Premier ministre plutôt, après avoir remercié le président de la République pour sa désignation comme tête de liste de la coalition présidentielle lors des élections législatives du 30 juillet 2017, a souligné l'impératif de mobiliser et d'engager l'ensemble des membres du gouvernement, instance collégiale et solidaire pour partager avec les Sénégalais le bilan fort et élogieux du chef de l'État et les perspectives prometteuses consignées dans le plan Sénégal émergent. Il a ensuite rendu compte du suivi et de la coordination de l'action gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte des préparatifs de la campagne agricole 2017-2018. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait le bilan de la quinzaine de la femme. Le chef de l'État lui a adressé ses félicitations pour la reprise de cette importante activité citoyenne de promotion de la femme. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point de l'état d'approvisionnement en eau potable de la région de Dakar et dans les zones périurbaines. Le ministre de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public a rendu compte du déploiement du fichier unifié de gestion des données du personnel de l'État qui a permis la dématérialisation de 10 étapes dans l'établissement des actes administratifs. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi relatif à l'exercice de la médecine traditionnelle au Sénégal, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention cadre portant création de l'Alliance solaire internationale, le projet de loi portant code de la presse, le projet de loi portant système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Cathy Ndiaye, urbaniste géographe, précédemment chef de la division régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Thiès, est nommée directeur de la construction au ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie en remplacement de M. Ibrahima Abouguet, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Et enfin, M. Mamadou Kandé, ingénieur des travaux des parcs nationaux, titulaire d'un master en développement durable et management environnemental, est nommé directeur du Centre national de formation des techniciens des parcs, forêts, chasses et parcs nationaux de Ziguinchor, en remplacement de M. Moussa Sissé, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier au Palais de la République. Près de 2000 branchements d'eau réalisés dans un délai de 10 jours, une réduction de 120 à 60 jours du processus d'instruction et de traitement des demandes d'autorisation de lotir. Tels sont les résultats obtenus dans le cadre de l'initiative Résultats rapides. Lancé en février dernier, le projet a ciblé la zone de Sangalkam. Revue finale ce matin, et c'est René Massiga-Diouf qui nous en parle. 100 jours, c'est la durée de la phase pilote du projet que les partenaires du Sénégal ont décrit comme révolutionnaire. Le processus a ciblé la zone de Sangalkam dans le département de Rufisque, connue comme étant dans une forte dynamique d'urbanisation ces dernières années. Sa mise en œuvre est circonscrite à deux principaux volets que sont l'hydraulique et l'urbanisme. La procédure concernée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
a porté sur le branchement à l'eau. Il s'agissait de ramener les délais réglementaires depuis le paiement jusqu'au branchement de 15 à 10 jours. Les résultats que nous avons obtenus attestent de l'atteinte des objectifs fixés dans les deux initiatives et je me réjouis de partager et de célébrer avec vous ce succès dans ce beau cadre de Lac Rose. Initiative à résultat rapide a fait l'objet d'expériences concrètes en Europe du Nord, puis au Kenya et au Bangladesh. En phase test au Sénégal, le projet a connu des résultats importants. Son principal objectif était de simplifier deux procédures, l'utilisation de l'eau tire et le branchement à l'eau. C'est un processus donc aujourd'hui qui arrive à terme. Nous l'avions lancé le 14 février dernier. Nous sommes passés pour l'autorisation de l'eau tire de 120 jours à 60 jours. C'était ça l'objectif. Et vous avez constaté également des résultats qui nous ont été présentés, que nous sommes même passés en deçà de ce délai qui avait été prescrit. Pour le branchement à l'eau, nous avons pu réaliser quelques 2000 branchements à l'eau. Le projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation des procédures administratives. Son succès est le résultat d'une synergie entre administrations pour un service public de qualité. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle lettre de politique sectorielle, un forum sur le financement de la pêche artisanale s'est tenu à Dakar. Journée de réflexion et de concertation avec tous les acteurs pour valoriser et consolider les acquis. Fatoumata Banelba. Centrale des œuvres en cette veille de pèlerinage de Popenguine, le comité d'organisation est entré de plein pied dans la manifestation. Cette assemblée générale, la dernière, réunit tous les représentants des 12 commissions pour les derniers réglages. Jusqu'au moment où les gens arrivent, il y a toujours des choses à faire. Parce qu'on n'est jamais satisfait et on compte aussi sur les observations de ceux qui viennent. C'est les pèlerins. Tout ce qui est fait pour leur bien-être, est fait pour qu'ils trouvent sur les lieux les conditions nécessaires à un bon pèlerinage. Cette année, plus de 17 000 pèlerins sont attendus à Popenguine. Et pour faire face à tout ce beau monde, l'innovation de l'année dernière a été reconduite. Le port de badge pour tous les pèlerins. Les dispositions beaucoup plus strictes en termes de surveillance de qui est qui. C'est ce qui nécessite pour nous de mettre en place un processus d'identification à travers les badges pour savoir qui vient à Popenguine et de quelle paroisse il est originaire. Le pèlerinage marial de Popenguine est surtout marqué par... Ce n'est pas le bon reportage qui a été annoncé. Nous reviendrons sur cette lettre de politique sectorielle dans le secteur de la pêche. Dite Chambre de commerce, d'industrie et de services du Sénégal. C'est la nouvelle appellation de l'ex-Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Ces changements d'appellation sont la conséquence de la réforme de statut des chambres consulaires mise en œuvre par le ministère en charge du commerce. Avant l'examen du projet de loi, tous les acteurs ont été conviés en atelier de validation. Le compte-rendu d'Alsan Diédiou. Une volonté d'opérer un nouveau départ pour les chambres de commerce après quelques 3 ans d'impasse. Le gouvernement aurait pu présenter un décret directement au chef de l'État. Mais nous avons souhaité, dans une démarche inclusive qui associe l'ensemble du secteur privé, que nous puissions justement arriver à un décret qui est une démarche concertée, qui aboutit à un consensus et qui fait qu'en fait c'est un texte qui est un texte du secteur privé et donc il était important que nous puissions justement adopter cette démarche. Retenons comme fait marquant, l'agriculture disposant désormais de sa propre chambre ne fait plus partie de la chambre de commerce. Place au service. Autrement dit, à la faveur de cette réforme soumise à validation, les contours de l'institution consulaire s'articuleront autour d'un nouveau schéma triptyque. Une chambre nationale de commerce, d'industrie, de services, CCISN, et cependant les chambres régionales de commerce, d'industrie et de services, CCR, des structures déconcentrées. Les objectifs visés par les législateurs sénégalais obéissent à des préoccupations précises. L'objectif global de la réforme est de doter le Sénégal d'institutions consulaires fortes, efficientes et capables de fédérer les efforts des entreprises des secteurs d'activité représentés autour du développement économique et social de notre pays. Principaux concernés, les acteurs du secteur privé adhèrent à cette démarche réformatrice. Aujourd'hui, les textes vont permettre à la Chambre de commerce d'élire des représentants qui vont parler pour l'ensemble du secteur privé. Donc, comme vous le savez, ça c'est quelque chose de très important.
Au terme des dispositions de ce projet de réforme du statut des chambres de commerce, remplaçant celle de la loi du 17 janvier 1989, les sièges de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de services est implanté à Dakar, sauf circonstances exceptionnelles. Et le siège des délégations consulaires régionales est prévu au niveau de chaque chef-lieu de région. Lutte contre la pauvreté et la migration illégale, Tambacounda vient d'accueillir un programme de 26 milliards piloté par le Bureau de mise à niveau. Ce programme vise à créer 25 000 emplois d'ici 4 ans et accompagner près de 200 petites et moyennes entreprises. Abdoulaye Sinkare. Pour éradiquer la migration irrégulière, le programme Développer l'emploi vise à occuper les jeunes. L'objectif, c'est 25 000 emplois d'ici 2020. C'est un programme qui s'adresse à une cible jeune, la cible de 15-35 ans, pour les dissuader de tenter hasardeusement l'aventure de la migration clandestine en développant des activités sur place qui puissent être génératrices de revenus. Ce programme financé par l'Union européenne est évalué à 26 milliards de francs CFA. Il comporte plusieurs volets dont le renforcement de la compétitivité confié à l'ADPME et au bureau de mise à niveau. Si vous prenez par exemple la banane, nous sommes concurrencés par la banane ivoirienne. Si la banane sénégalaise, en termes de coût de production, arrive à bien se comporter vis-à-vis de la banane ivoirienne, par exemple, si la banane sénégalaise arrive à être mieux traitée en termes de façon culturelle, stockage, d'emmagasinage et de transport, je pense que la banane sénégalaise, la banane de Tambacounda pourra véritablement tenir tête à la banane de Côte d'Ivoire ou de Guinée. C'est ça, donc, le levier de la compétitivité. Le programme vise à accompagner dans les 4 ans pas moins de 185 petites et moyennes entreprises. Approfondir les connaissances des acteurs concernés de la zone UEMOA sur les enjeux du système de partage d'informations sur le crédit. Tel est l'objectif de la conférence organisée ce jour par la BCEAO en collaboration avec la Société financière internationale. Cette rencontre porte sur le partage des données sur le crédit dans l'espace UEMOA pour l'amélioration de l'inclusion financière. Amadou Aramtiam. L'inclusion financière, une question au cœur des préoccupations des institutions financières, ceci pour réduire l'asymétrie d'informations entre prêteurs et emprunteurs sur le marché du crédit. À travers le projet régional de promotion des bureaux d'information sur le crédit, la BCEAO veut rapprocher davantage les populations des services financiers. Cette rencontre se situe en droite ligne des actions initiées par les autres autorités de l'Union pour améliorer le financement des économies des États membres en vue de favoriser une croissance économique plus rapide et plus inclusive. Dans cette perspective, plusieurs réformes ont été mises en œuvre dans l'instauration du Bureau d'information sur le crédit. 15 mois après le démarrage officiel des activités du BIC de l'UEMOA, même si plus de 70% des établissements assujettis sont en état de contribuer au dispositif, le volume des données fournies est encore faible. Une situation à corriger par une sensibilisation sur les enjeux et les apports de ce système. Il s'agira notamment, au cours de cette journée d'échange, de partager les expériences d'autres juridictions dans la mise en place de bureaux d'information sur le crédit pour accélérer le processus de développement de cette industrie au sein de notre union monétaire. Au terme de cette rencontre, où on prépare d'éminents experts internationaux, il est attendu que les fournisseurs et utilisateurs de données sur le crédit seront assez imprégnés de l'intérêt du dispositif pour se l'approprier. Appropriation pour une bonne amélioration de l'inclusion financière. De Dakar à Bamako, toute marchandise qui quitte le port autonome de Dakar est soumise à une surveillance très rigoureuse par escorte douanière ou par géolocalisation, tout un dispositif qui participe au transit transfrontalier. Environ 70% des expéditions à bord des conteneurs et des camions sortis du port sont munis d'une balise
de géolocalisation afin de contrôler le trajet. Les acteurs du transit, comme le port autonome de Dakar, la douane sénégalaise et d'autres opérateurs, se sont mis au rythme du e-transit pour mieux sécuriser le transit transfrontalier. C'est l'objet de la rubrique économie de ce jeudi, signé Abibou Maïa. Quelle est la quantité de marchandises qui quittent le port autonome de Dakar pour aller au Mali? La réponse coule de source. Nous avons aujourd'hui plus de 70% de conteneurs du Mali qui transitent par le port de Dakar, 60% de marchandises conventionnelles qui passent par le port de Dakar. Donc tout cela constitue des enjeux extrêmement importants pour l'autorité portuaire afin de donner au Mali toute la place qui lui revient dans l'enceinte portuaire. 66% des expéditions du Sénégal vont au Mali. Donc c'est dire que c'est une activité qui est véritablement très importante et qui, disons, pour laquelle la douane déploie beaucoup de dispositifs, en tout cas un système pour essayer de l'encadrer. Au-delà du port et de la douane, le rythme et la vitesse des camions sur les routes donnent une idée sur le transit transfrontalier entre le Sénégal et le Mali. À la douane comme au port, le flux est bien maîtrisé et complète le processus de dématérialisation des formalités douanières. Pour encadrer le transit, en fait, nous avons en interne mis en place un dispositif autour de 2 axes. Le premier axe, c'est en interne avec les agents des douanes pour un contrôle à travers ce qu'on appelle l'escorte. Donc, pour que les conteneurs qui quittent Dakar pour aller à Bamako soient assurés d'arriver sans que les marchandises ne soient déversées frauduleusement, nous avons des agents d'escorte. Mais parallèlement à ça, nous avons mis en place un dispositif. Et ce dispositif fonctionne autour de la façon suivante. On a défini des corridors, c'est-à-dire des lignes. Et autour de ces lignes-là, il y a tout un dispositif électronique, un dispositif de géolocalisation qui est mis en place. Et ce programme est appelé le SSE, le système électronique de suivi des cargaisons. Et ce système nous permet de géolocaliser, donc à chaque instant, les camions, de géolocaliser les conteneurs pour savoir à chaque minute où ça se trouve et éventuellement voir s'il n'y a pas une activité illicite qui est en train d'être faite. Puisqu'on est dans un monde moderne, il y a des dispositifs alternatifs tels que le fait de pouvoir verrouiller le conteneur, lui apposer une balise GPS et le suivre sur tout le corridor pour s'assurer que tout ce qui a été déclaré comme du transit, effectivement, sorte du pays en respectant toutes les procédures. Il s'agit d'une balise qui va permettre la géolocalisation, mais également qui va s'assurer que le conteneur ne soit pas ouvert. Donc en cas d'ouverture, il y a un signal qui est envoyé pour prévenir que le conteneur est ouvert. Donc il s'agit de traquer le conteneur, vérifier qu'il respecte la route officielle avec des points de contrôle sur tout le corridor. Un signal fort lancé comme une alerte à tout conducteur qui serait tenté sur les 1200 km qui séparent Dakar de Bamako de s'adonner à des activités illicites comme la fraude. Si quelqu'un prend des marchandises qu'il doit amener du Mali et qu'il les déverse au niveau du territoire national, mais il gagne beaucoup parce que ces marchandises n'ont pas acquitté les droits et taxes. Donc il y a beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, les plus grandes difficultés qu'il y a eu par le passé, les plus grandes affaires judiciaires en douane portent sur le transit. C'est dire effectivement que c'est une activité qui est susceptible d'entraîner beaucoup de fraude et c'est pour laquelle la douane veille particulièrement. Cet encadrement va au-delà d'une simple estimation du nombre de conteneurs, mais améliore les recettes douanières. Il va sans dire que de la même manière, vous augmentez, dans la même dynamique, vous augmentez les recettes douanières parce qu'il y a moins de fraude. Deuxièmement, c'est limiter les fraudes parce que le transit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une activité pour laquelle s'il n'y a pas un encadrement très serré, vous pouvez avoir beaucoup de fraude. Et troisièmement, c'est du point de vue économique, aller à une égalité de traitement des usagers. Parce que si effectivement ceux qui utilisent le transit réussissent à déverser au niveau du territoire national des marchandises frauduleuses, il va sans dire que ces acteurs-là sont avantagés par rapport aux acteurs internes parce qu'ils pourront vendre ces marchandises sans payer des droits et taxes. Donc c'est des innovations de cette nature dont le port a fortement besoin pour suivre en tout cas la traçabilité des marchandises. Et la douane aussi, en ce qui la concerne, est en avant-garde quand même de toutes ces innovations-là et qui a cette responsabilité qui permettra un peu de procéder à ce
suivi, efficient de la marchandise depuis le port de Dakar jusqu'à la destination finale. Une destination finale, le Mali, qui va continuer de faire de Dakar son port naturel aussi longtemps que les marchandises qui transitent arrivent en toute sécurité et à bon port. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. Financement de la pêche artisanale au forum s'est tenu dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique sectorielle. Il s'agit de réfléchir, entre autres, sur les moyens à mettre en œuvre. Réflexion qui a impliqué tous les acteurs pour valoriser et consolider les acquis. Fatoumata Banelba. La question du financement de la pêche artisanale a mobilisé tous les acteurs concernés lors de ce forum. Il s'agit pour eux de voir les difficultés liées au secteur, surtout celles des mareyeuses souvent victimes d'usuriers. Raison pour laquelle, lors de l'inauguration de Potou, du quai de pêche de Potou, son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, a annoncé la mise à disposition de 2 milliards de francs pour financer les femmes transformatrices et micro-mareyeuses, et également a annoncé 2 milliards de francs pour financer les acteurs de la pêche. La pêche joue un rôle économique et social important. L'absence d'un dispositif de financement adapté plombe souvent le secteur, d'où la nécessité de revoir le système pour trouver une banque capable de gérer le crédit des acteurs. Le directeur général de la CNCAS, avec qui nous avons travaillé sur le dossier, sa banque me semble être le lieu le plus indiqué pour nous accompagner à travers ce financement du secteur. Nous fondons un grand espoir, monsieur le directeur général, pour que ce que nous sommes en train de faire ce matin puisse aboutir et que très prochainement, que les acteurs de la pêche puissent disposer de leur financement. En effet, la banque a toujours œuvré pour faciliter l'accès durable des opérateurs de la pêche artisanale aux services financiers, d'abord sur ses ressources propres, ensuite à travers les différents projets et programmes initiés par l'État sénégalais. Au sortir de cette rencontre, les acteurs espèrent dégager des pistes de solutions à tous les problèmes liés au financement. La pérennisation de la pêche et de l'aquaculture est en grande partie liée à des financements durables. Les inspections de l'éducation et de la formation sont en plein dans les préparatifs de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires, un examen qui démarre le 20 juin prochain. Et puis, les données statistiques du CFE blanc sont sorties, les résultats en deçà de la moyenne pour les districts de Grand Dakar ou Dakar Plateau. Koumbadiara Temar. Sur plus de 3000 candidats à l'essai départemental de l'inspection d'éducation et de la formation de Dakar Plateau, seuls 800 ont été déclarés admis, soit 25,28% de taux de réussite. Nous avons 8 écoles qui ont eu 50% ou plus, donc qui ont eu la moyenne. Toutes ces écoles sont des écoles privées. À l'inverse, si vous allez au bas du tableau, c'est la zone rouge foncé, vous verrez également qu'il y a 7 écoles qui ont eu 0%. Curieusement, la quasi-totalité de ces écoles sont également des écoles privées. Il n'y a eu qu'une seule école publique. C'était des épreuves quand même corsées. Si vous préparez un combat, il faut vous préparer à la dure. Ailleurs, à l'IF de Grand Dakar, les résultats du CFE blanc sont moins catastrophiques, avec un taux de 42,65%. C'est un taux qui est acceptable pour nous. Parce que l'année dernière, à pareil moment, on était à moins de 40%. Et quand les résultats définitifs sont sortis, l'IF de Grand Dakar était à peu près à presque 80%. Nous élevons le niveau et c'est tout de suite pour mettre les élèves véritablement dans des conditions réelles d'examen. Après la publication des résultats du CFE blanc, l'heure est à la recherche de solutions pour un examen sans faille. Nous donnons aux directeurs d'école des outils de suivi des performances. Chaque maître de CM2 va suivre individuellement chaque élève
En fonction des difficultés détectées, le maître va essayer maintenant de mettre en place un dispositif de remédiation. L'objectif étant maintenant, une fois que ces données arrivent au niveau des inspecteurs, qu'ils terminent le travail solidaire déjà entamé par l'enseignant correcteur à la base, en ajoutant aux colonnes erreurs repérées et catégorisation, les colonnes source de l'erreur et la colonne axe de remédiation. Le certificat de fin d'études élémentaires constitue le premier examen de l'apprenant. Il est prévu les 20 et 21 juin prochains. La 17e édition de la Journée mondiale du lait est célébrée ce 1er juin. Pour l'occasion, le ministre de l'Élevage a initié une campagne de sensibilisation sur le consommé local du lait. A été par ailleurs distribué aux élèves de Berthe Maubert. La journée a également permis de réfléchir autour du thème « Quel environnement pour une filière locale plus compétitive ?» Berthe Maubert choisit pour cette campagne de sensibilisation sur la consommation du lait local à l'occasion de la journée mondiale qui lui est consacrée. Il s'agit de permettre aux enfants de goûter aux délices du lait pur, ce qui est important pour favoriser leur croissance. Les élèves ont droit tous les 3 jours de la semaine à une distribution de lait. Et vous êtes venu renforcer ce travail. Est-ce que vous avez parlé de l'émergence de la promotion du lait local? Donc vraiment, vous êtes dans ce sillage et nous vous en remercions et nous vous encourageons. Au Sénégal, aujourd'hui, les habitudes alimentaires ont été changées. Au petit déjeuner, les enfants sont plus habitués à consommer du lait en poudre. Et souvent, maintenant, on assiste à des produits laitiers en poudre d'origine végétale. Aujourd'hui, nous voulons faire redécouvrir aux enfants le vrai goût du lait, le lait de vache, le pur lait et dans les meilleures conditions. Créer donc l'engouement des enfants autour du consommé local, c'est l'objectif de cette rencontre. Le message a été bien compris par les élèves qui ont présenté un sketch sur la question. Ce que nous avons voulu faire, c'est un exercice didactique pour permettre aux enfants de savoir que avant le lait en poudre, il y a d'abord le lait liquide qui provient directement de la vache. Et c'est ce lait qui est meilleur que tous les autres laits. À travers cette école, aujourd'hui, nous visons l'ensemble des établissements scolaires du Sénégal pour montrer en tout cas que le lait est très utile, que le lait est très important pour le développement de la personne humaine. La réflexion s'est ensuite poursuivie jusqu'à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Autour de la ministre de l'Élevage, les acteurs ont donné quelques idées pour améliorer l'environnement afin que la filière du lait local soit plus compétitive. Rufisque a célébré hier la journée mondiale sans tabac. Le tabac, une menace pour le développement, est le thème de cette année. Les dépenses de santé pour les affections liées au tabagisme sont en hausse constante en Afrique et ses conséquences sont venues s'ajouter aux innombrables difficultés des pays pauvres. Pour préserver les jeunes, le plaidoyer se fait autour des prix. Oumar Diawa. Le tabagisme, une menace pour le développement. Ce lien est d'autant plus évident que les statistiques montrent que 80% des décès imputables à ce fléau sont notés dans les pays pauvres. Le tabagisme est un sérieux obstacle de développement durable. L'un des principaux facteurs de risque évitable de maladies non transmissibles. Le tabagisme est donc une menace sur la santé publique et sur le développement d'économies fragiles. Ces pays sont extrêmement exposés par rapport à l'épidémie du tabagisme aujourd'hui qu'il est convenu de nommer, compte tenu de son ampleur. Pour barrer la route aux firmes puissantes de l'industrie du tabac, le Sénégal s'est doté d'un arsenal juridique dont on espère qu'il permettra de faire reculer les menaces, surtout sur les jeunes. Faire appliquer cette loi pour protéger nos populations en général, mais surtout la tranche d'âge jeune qui est exposée aussi bien garçons que filles actuellement. L'application des dispositions légales, la vigilance, l'éducation, la sensibilisation, mais aussi le relèvement des taxes. L'heure est venue de trouver des méthodes pour pouvoir augmenter les taxes. Augmenter les taxes veut dire diminuer le tabagisme chez les jeunes et chez les pauvres. Les autorités présentes ont rappelé les victoires déjà enregistrées tout en ayant conscience qu'il reste encore beaucoup à faire. Tant que les cigarettes seront vendues au détail, ces jeunes pourront l'acheter. Et l'épidémie continuera. Il s'agit d'un combat continu
et tous les acteurs de la lutte anti-tabac ont mis en garde contre les velléités d'ingérence des industriels dans les politiques nationales. Les pensionnaires du centre Anne Mortier-Serra de Thiès ont bénéficié d'un appui matériel et financier de la part de la directrice de la petite enfance et de la case des tout-petits, Thérèse Faye-Diouf, à la tête d'une délégation, a procédé à la remise des dons en présence des autorités de la ville de Thiès et d'autres personnalités. Youssouf Kaba. Divers produits de consommation exposés sous le regard désireux de ces bénéficiaires du jour, des produits et une enveloppe devant contribuer à la prise en charge de ces enfants atteints d'infirmité motrice et cérébrale. Nous sommes aujourd'hui réunis autour du même idéal de partager avec ces enfants et leurs familles le portage de ce handicap dû à des contingents qui nous échappaient, sur lesquels il nous est scié d'y agir. Ce don est une preuve manifeste d'accorder une attention particulière, dira la directrice de la petite enfance, aux populations défavorisées ou celles vivant avec un handicap. Et dans ce projet, on retrouve en première ligne ces enfants aux besoins éducatifs spéciaux. Le geste de ce matin s'inscrit en droite ligne de cette politique du chef de l'État et de son gouvernement de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des enfants. Cet appui pédagogique, matériel et financier des pensionnaires du centre Anne Mortier, CERFA, permettra à coup sûr d'améliorer modestement la qualité des interventions, mais surtout les conditions d'accueil et de prise en charge de ces enfants. Le centre Anne-Marie Mortier est un service d'éducation, de rééducation, de formation et d'appareillage pour infirmité motrice et cérébrale. Une visite à l'intérieur du centre a permis à Thérèse Faye-Diouf de prendre la pleine mesure de la situation de ses pensionnaires et d'accepter d'être leur marraine. Mieux, elle va désormais inscrire dans le budget de son agence une subvention allouée à la prise en charge de ses enfants. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale remet une bonne quantité de riz au directeur des œuvres catholiques en geste, en guise de soutien au comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Jeanne Dior. Un don en nature pour l'organisation du pèlerinage. L'État du Sénégal apporte ainsi sa contribution pour la présente édition. Des milliers de pèlerins convergeront à Popenguine. Sur place, ils feront face à des besoins vitaux comme la restauration. C'est tout le sens du geste des pouvoirs publics. Nous sommes revenus cette année encore pour contribuer à l'organisation de cette 129e édition du pèlerinage de Popenguine qui, au-delà de la ferveur religieuse, est un moment de communion de la communauté catholique de notre pays, en particulier des jeunes. Au Sénégal, nous avons tous, depuis nos années de jeunesse, grandi avec le souvenir du symbole le plus marquant de ce pèlerinage annuel que constituent ces colonnes de marcheurs venant de diverses contrées pour rallier le sanctuaire marial. Ce soutien de l'État du Sénégal arrive à quelques jours de l'événement. L'Église catholique exprime toute sa gratitude. Une charge qui répond très parfaitement au thème de cette 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Marie, mère et éducatrice, modèle pour nos familles et nos communautés. Vous l'avez si bien dit, et cela se reflète aussi dans notre vie de tous les jours. Le rôle de la mère de famille, c'est, entre autres, donner à manger, nourrir la famille. Et votre geste de donner du riz pour les besoins de l'organisation du pèlerinage contribue à donner à manger à ceux qui viendront accomplir cet acte de foi. La délégation générale à la solidarité sacrifie à la tradition. Comme tous les grands événements religieux, le pèlerinage marial bénéficie ici d'un appui en denrées alimentaires. C'est le casse-tête, le défi à relever en ce mois de Ramadan. Comment servir tous les jours un menu différent de celui de la veille ou se plier aux bien bonnes vieilles habitudes alimentaires des Sénégalais. Les recettes se bousculent dans les esprits, les senteurs varient, mais il y a encore des plats traditionnels qui gardent toute leur saveur à l'heure du ndogu. Équation ndogu, juste